Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Parlons RH est une des deux entreprises organisatrices de cette belle journée 24 heures RH. L'autre organisateur étant RH Info, dignement représenté par Patrick Bouvard face à vous. Je suis vraiment ravi d'être face à vous aujourd'hui. Et je vous souhaite d'abord, au nom de toute l'équipe Parlons RH et de RH Info, même si je ne doute pas que Patrick va le faire aussi tout à l'heure, la bienvenue à cette première conférence en ligne de cette première édition 24 heures RH. Merci à vous tous d'avoir répondu présent, si je puis dire, à cet appel pour la fonction RH, puisque vous avez été plus de 5046 inscrits à cette journée. Donc, c'est déjà, en tout cas, en termes d'audience, un petit succès. Et je voulais quand même vous remercier chaleureusement d'avoir répondu présent. On espère, avec Patrick et toutes les équipes qui ont contribué à ces différentes conférences en ligne, que ça puisse aussi, surtout, je dirais, donner matière à la réflexion et constituer un peu une feuille de route, un passage à l'action pour vous tous qui nous écoutez. Donc, bienvenue et merci. Vous allez avoir durant la journée 10 conférences en ligne, 20 DRH qu'on espère, qu'on pense, qu'on sait inspirants parce qu'ils excellent dans leur pratique. Vous allez bien sûr aussi avoir des experts reconnus de l'écosystème des ressources humaines et du management. Vous pouvez vous inscrire durant toute la journée et participer à toutes les conférences que vous souhaitez. Je ne prendrai pas tellement plus de temps. Je voudrais juste terminer par remercier toutes les entreprises participantes à ce bel événement. Tout d'abord, ADP, qui a le plaisir d'animer 2 conférences en ligne, plus la conférence de RH Info, Identité RH, l'AMDRH, Conviction RH. Vous voyez qu'il y a beaucoup de RH et c'est tant mieux. FM Logistique, le Lab RH, Mazar, Saven, Akoya, Roche, Welcome to the Jungle, Canden et Humaneo. Humaneo et Canden, je précise, c'est Marie-Pierre Fleury et Frédéric Michler. Petite particularité, je cite le nom des personnes parce qu'ils ont accepté de bien vouloir regarder toutes les conférences et de les synthétiser en 24 minutes, 24 heures RH, en 24 minutes, la dernière conférence. Voilà, merci à vous tous. Merci Patrick, merci Cynthia de bien vouloir accepter d'inaugurer cette journée par une première conférence en ligne, en quoi la nouvelle perception du travail influence la motivation. Merci beaucoup Thomas. Alors effectivement, je souhaite la bienvenue à tout le monde dans ces 24 heures RH et cette première conférence que Thomas a déjà présentée. Et bon, alors RH Info, vous le connaissez, c'est le média RH d'ADP. Alors je vous précise tout de suite, ADP, c'est pas Aéroport de Paris, c'est pas non plus L'amour est dans le pré, c'est Auto Data Processing, donc une société qui fait de la gestion de l'administration des RH. Et justement, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec Cynthia, qui elle appartient au pôle conseil RH d'ADP. Alors Cynthia, est-ce que tu peux très rapidement nous situer ce que tu fais, ton activité, de manière à ce que nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos web spectateurs puissent t'identifier, savoir ce que tu fais et qui tu es. Alors, bonjour à tous. Donc oui, Cynthia Sivarassa, je suis consultante RH au sein du pôle conseil RH d'ADP. ADP, vous le savez, c'est le leader mondial et le pionnier de la gestion du capital humain. ADP propose des solutions de paye, de ressources, de gestion des ressources humaines, des talents et des temps. Et donc moi, j'appartiens au pôle conseil RH d'ADP qui est constitué d'une équipe de consultants RH généralistes répartis sur toute la France. Et donc notre équipe de consultants RH propose à tous les acteurs de la fonction RH un accompagnement méthodologique et des outils adaptés à leurs besoins. Très bien. Alors, justement, c'est ce que nous allons pouvoir constater, puisque dans la manière que nous avons de procéder, alors vous pouvez tout de suite
nous sommes en direct, mais vous pouvez tout de suite télécharger, si vous le souhaitez, la présentation ainsi que les études. Alors, vous recevrez les enquêtes et études que nous allons évoquer. Vous les recevrez par mail à la suite, à la suite de ce webinaire. J'ajoute que vous êtes maintenant habitué à ce genre de pratique, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous réserverons un temps dédié à la réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous interpeller sur ce qui vous semble absolument nécessaire. Alors si dans notre présentation nous avons voilà, il faut que le bon voilà. Alors pardonnez-moi, je manipule mal les boutons. Nous y voilà. Donc, pour préparer notre travail, nous nous sommes appuyés sur plusieurs enquêtes et études, notamment une étude qui est depuis 5 ans reproduite tous les ans par ADP, qui s'appelle The Workforce View, le point de vue des salariés. Et ce qui a attiré notre attention, c'est par comparaison, c'est les évolutions au cours de ces 5 ans, ce qui est très instructif. Voilà. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur une autre étude d'ADP qui s'appelle Pourquoi nous travaillons, qui est un livre blanc en réalité, qui fait la synthèse de multiples études et enquêtes qui ont été menées par ADP au fil du temps et qui rassemble vraiment la substantifique moelle de ce qu'est la motivation au travail, le pourquoi, la raison d'être de pourquoi nous travaillons. Alors nous nous sommes appuyés sur ces études-là, mais en même temps sur des enquêtes que nous avons menées avec RH Info, de manière à faire un focus plus particulier sur ces mêmes sujets, à faire un focus plus particulier sur la population RH, de manière à avoir voilà une espèce d'extract de l'opinion, de la perception des RH et des motivations qui peuvent être les leurs. Donc, ces références-là, vous les recevrez, vous pourrez les consulter à loisir. Alors, dans le constat d'où nous sommes partis. Alors, lorsque nous avons commencé à préparer cette présentation, c'était avant le confinement et nous devions la faire bien plus tôt. Donc, évidemment, nous avons remodelé notre propos en fonction de l'épreuve que nous venons tous de traverser et qui a apporté un regard, une acuité sur certains points tout à fait intéressante, tout à fait pertinente. Et dans les 3 axes que nous avons dégagés et que nous souhaitons aborder avec vous ce matin, alors moi je les aborderai en vous faisant part des enquêtes, des études et des livres blancs dont je viens de vous parler. Et Cynthia, à chaque fois, vous présentera un cas concret d'application qu'elle a mis en place dans telle ou telle entreprise, de manière à ce que notre propos ne reste pas trop théorique ou général, mais qu'on ait aussi du concret et de l'application. Nous avons dégagé 3 axes. Et ces axes-là, ils ont été très largement confirmé par ce que nous venons de vivre, j'ose dire de subir depuis 2 mois. Le premier axe, c'est de retrouver du sens au travail. Et Dieu sait que en état de confinement, seul chez nous devant notre ordinateur, même si nous pouvons communiquer et collaborer avec les autres par tous les moyens technologiques, on sait que quand on est tout seul devant son écran, retrouver le sens de son travail, c'est pas toujours évident et ça repose des questions fondamentales. Un deuxième axe, et là encore, à quel point nous l'avons touché du doigt, c'est que de restaurer le collectif de travail, l'importance de travailler ensemble, l'importance de retrouver ce sens du collectif, c'est quelque chose, je pense, auquel nous sommes aujourd'hui extrêmement sensibles, vu ce que nous avons vécu. Et tout ceci dans un équilibre, c'est-à-dire que la manière de trouver notre place, de pouvoir reconnaître chacun
parce que chacun compte. Et ça aussi, ce que nous venons de vivre l'a mis en exergue. Eh bien, nous allons successivement aborder ces trois dimensions, ces trois axes, oui. Et nous pensons que nous pouvons, même après l'épreuve que nous venons de vivre, trouver un mouvement vertueux, un cercle vertueux, pour un monde de travail plus positif et plus optimiste. Premier constat, c'est que les salariés, dans leur perception, sont souvent relativement critiques vis-à-vis de l'entreprise. On va revenir sur ces critiques et sur leurs raisons. Mais ce qui nous a frappé, étonné, c'est malgré l'incertitude et les difficultés qu'ils rencontrent, la majorité de ces salariés se disent optimistes. Alors évidemment, dans le contexte du confinement et avec ce que nous venons de traverser, on peut supposer qu'aujourd'hui cet optimisme n'est pas à très court terme. Néanmoins, à 5 ans, on voit se dessiner des perspectives avec des possibilités de renouveau, même chez les chefs d'entreprise. J'ai vu des enquêtes circuler ces jours-ci qui m'ont profondément étonné là-dessus. Il y a une grande conscience de la difficulté qui nous attend, mais en même temps une espèce d'engouement, une espèce d'optimisme. Et surtout, une très grande majorité de ces salariés pensent posséder les compétences nécessaires pour réussir. Voilà, c'est la motivation du travail qui est aujourd'hui notre profonde, notre questionnement le plus essentiel. Parce que dans les constats que nous avons fait dans ces études, nous sommes devant un paradoxe. C'est que 73% des salariés identifient des freins à leur efficience au travail. Alors, si je vous détaille un peu ça, j'avais relevé des chiffres. Le manque de moyens humains intervient pour 23%, le mauvais management pour 21% et des technologies lentes et inefficaces pour 20%. Ce qui fait que, avec ces difficultés, il y a un effet, c'est que la rétention des talents devient une vraie problématique pour les entreprises. Rendez-vous compte, lorsque près de 60% des salariés n'envisagent pas de rester dans leur entreprise plus de 3 ans, et un tiers, pas plus d'1 an, les entreprises ont une vraie question à se poser. Et pourtant, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est pas le travail qui leur pose problème. 56% pensent que le travail est essentiel à l'être humain pour se réaliser. Et 63,7%, on leur avait posé cette question dans RH Info, si la question d'argent ne se posait plus du tout, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, ils ne sont que 12% à dire j'arrêterai de travailler. Les autres disent je trouverai le travail idéal pour moi, le travail de mes rêves, mais 63,7% tenteraient de multiples expériences de travail. Donc, vous voyez, ce n'est pas la question du travail qui se pose. Et je regardais ces jours-ci, j'ai vu une enquête d'Emploi Pro sur les intérimaires qui mentionnait que 73% des intérimaires étaient tout à fait prêts à changer de secteur pour trouver du travail et que même 53% d'entre eux étaient prêts à faire du bénévolat plutôt que de rester chez eux sans travailler. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui sont quand même assez interpellants. Donc, ce paradoxe, il y a une souffrance au travail, mais ce n'est pas le travail lui-même qui pose question. Tout au contraire. Si c'est pas le travail qui pose question, c'est pas le travail qui pose problème, qui est en jeu, alors c'est l'organisation qui pose problème. La manière de définir un projet collectif avec des valeurs partagées auxquelles nous puissions nous identifier et le bien commun dans lequel nous nous inscrivons. La logique contractuelle restaurée qui permet de redéfinir des modes de collaboration constructifs. Les moyens humains en quantité et en qualité qu'il nous faut.
la question de la mise à jour des moyens technologiques, et je sais que certains d'entre vous qui ont télétravaillé pendant la crise ont beaucoup souffert de moyens technologiques peut-être insuffisants ou inadaptés. Et je passe sur la qualité du management, de la formation. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se dégage de cela, c'est que c'est la mise en œuvre de moyens adaptés qui est un des enjeux pour répondre à cette question du sens du travail, puisque ce n'est pas l'envie de travailler qui manque. Alors justement, Cynthia, je sais que tu as mis ça en place et tu as travaillé concrètement avec telle ou telle entreprise et que tu as un exemple à nous donner de mise en place concrète. Oui, exactement, Patrick. En fait, tu le disais, c'est souvent pas le sens même du travail qui pose problème, mais plutôt les conditions et les moyens qui ne sont pas souvent adaptés. Et ici, c'est vrai que je vais vous parler d'une mutuelle de 1200 salariés qui a souhaité justement travailler sur les moyens à la disposition des collaborateurs et dans le cas précis que je vais vous présenter, à la disposition des managers pour leur prise de décision RH. Donc, l'entreprise est partie de plusieurs constats pour travailler sur cette problématique. Les managers avaient besoin d'indicateurs RH pour leur prise de décision et pour cela, ils sollicitaient beaucoup les experts RH. Mais les experts RH se sont également rendus compte que ces indicateurs demandés n'étaient pas toujours compris par les managers. L'entreprise a donc souhaité mettre en place les actions nécessaires finalement pour outiller efficacement les managers en déployant un outil de reporting opérationnel. Donc, concrètement, comment ça s'est fait? Il y a eu 3 grandes étapes, je dirais. Tout d'abord, on a mis en place une enquête auprès des managers pour déterminer de façon précise leurs besoins. Ensuite, nous avons mis en place plusieurs workshops pour définir ensemble les modalités adaptées en termes d'accompagnement dans le déploiement de cet outil. Et enfin, on a organisé des ateliers pratiques orientés des indicateurs RH et sur leur interprétation. Alors, quelques mois justement après le déploiement, on voulait quand même avoir un retour d'expérience auprès des managers, voir comment ça avait changé finalement leur pratique. Et donc, on a mis en place une enquête pour avoir leur retour d'expérience. Et là, il y a 3 grandes tendances qui se sont dégagées. On a constaté à travers les réponses une lecture partagée des indicateurs, grâce notamment à la mise en place de méthodes de calcul communes finalement dans le calcul des indicateurs. Les managers ont également constaté un gain de temps réel pour l'accès à l'information et ils ont également indiqué pouvoir se baser sur des indicateurs factuels pour leur prise de décision, ce qui favorise quand même une plus grande objectivité. Et je dirais que plus que jamais en ce moment avec le télétravail, les compétences de l'engagement et les logiques de transformation vont se trouver renforcées. Et avec le management à distance, on voit encore plus finalement la difficulté qu'ont les managers pour accéder aux bonnes informations. Il est donc important dans ce genre de processus de communiquer sur les enjeux RH en lien avec le projet d'entreprise, mais également sur son intérêt pour les différents acteurs. Ici, précisément dans ce projet, le déploiement de ce nouvel outil a vraiment permis aux managers de gagner du temps dans leur prise de décision RH. Et pour le service RH, bien entendu, ça leur a permis de mieux accompagner les managers dans leurs besoins, mais aussi contribuer à une plus grande autonomie des managers. Donc voilà un peu pour ce premier exemple d'accompagnement que nous avons pu réaliser pour améliorer finalement les conditions de travail des managers. Alors, si nous abordons maintenant, merci Cynthia, c'est très intéressant parce que ça va me permettre d'enchaîner sur un point qui est capital. C'est ce deuxième levier qui est de restaurer un collectif de travail.
Là encore, dans les constats qui sont faits, dans les remontées qui sont faites par les salariés, vous voyez les chiffres, 78% pensent que les relations avec leurs collègues ont une conséquence directe sur leur efficacité. Donc évidemment, en situation de confinement et tout seul, c'est quelque chose qui est ressorti de manière extrêmement forte pour chacun d'entre nous. Et pour 71,7%, le sentiment d'appartenance au collectif est fondamental. Mais on peut même aller plus loin, et c'est très intéressant. Avec RH Info, dans notre enquête, nous avions posé la question suivante. Quel est pour vous le véritable objet de la qualité de vie au travail? Eh bien, alors de mémoire, je crois qu'il y avait 20 ou 22% qui disaient c'est les conditions de travail, c'est l'environnement, l'ergonomie, etc. Bon, mais pour plus de 50%, la réponse à la question c'est le véritable objet, c'est recréer le sens d'un collectif de travail et le plaisir de travailler ensemble. Ça me semble quand même très significatif et très révélateur après des années d'individualisation à outrance dans les entreprises, de voir réapparaître, ressurgir ce besoin du collectif comme fondamental dans la motivation au travail. On le retrouve et dans leur perception et dans le pourquoi ils travaillent. Alors si on prend un petit peu de hauteur de vue, il faut bien entendre cela, c'est que tout être humain a deux besoins fondamentaux. D'une part, un besoin d'identité. On a besoin de s'accomplir, on a besoin de se révéler, on a besoin de développer ses potentiels, notre individualité, notre bien propre, tout ce qui va contribuer à ce qui fait notre efficacité individuelle, notre efficacité personnelle. Mais ceci ne nous suffit pas, et l'épreuve que nous venons de traverser nous l'a bien montré. C'était très frappant, toutes les initiatives qui ont été faites pour, même isolé chez soi, retrouver un sens collectif, un sens de partage. Nous avons besoin d'appartenir à un collectif. Nous rendons compte que même notre bien propre ne peut se réaliser que lorsqu'il s'inscrit dans un bien commun qui est plus large que notre petite personne. Même si il est capital, dans la gestion des talents, de prendre soin de chacun. Mais le sens du projet, le sens du collectif est ce qui va faire que nous partageons des valeurs qui nous permettent de collaborer, de coopérer, d'être créatifs, d'être innovants. Et c'est parce que nous pouvons conjoindre cette efficacité individuelle et des valeurs partagées ensemble que nous pouvons créer les conditions d'une performance collective. Alors, Cynthia évoquait la question du télétravail. Ici, j'aurais une remarque à faire. C'est qu'avec l'expérience que nous avons faite, on lit tout et n'importe quoi en ce moment sur le télétravail et son devenir. Moi, je suis en télétravail depuis 20 ans. Donc, je peux en parler de manière assez expérimentée, je dirais. C'est que le télétravail est un moment où on va travailler seul, où on va pouvoir se concentrer, on va pouvoir être très efficace sur un certain nombre de tâches. Mais nous avons besoin aussi de moments collectifs. Et dans l'organisation du travail de demain, je pense que nous allons vers une alternance entre des temps de concentration, où le télétravail sera vraiment la bonne solution, et des temps de partage, d'échange, d'enrichissement mutuel, où là, il faudra que nous soyons ensemble. Et que, vous voyez, pour moi, un des enjeux pour le management de demain, ce sera de savoir organiser les temps entre le télétravail, les temps collectifs, les temps partagés, et organiser ces temps en fonction, ce sera très souple, en fonction des projets, en fonction des secteurs d'activité, en fonction de l'équipe qu'on a, parce que les individus comptent. On fait pas la même chose avec deux équipes différentes, et que donc là il y a un curseur et un sens de l'organisation des temps qui va devenir
tout à fait décisif. Hein, autrement dit, si l'on veut bien, c'est repenser tout à fait un mode de collaboration entre collaborateurs, entre managers et collaborateurs. Et Cynthia, sur ce sujet, là aussi, tu as un exemple concret à nous soumettre. Oui, exactement. Patrick, avec ce que tu viens de dire, on comprend bien l'importance finalement de la collaboration et vraiment l'entreprise dont je vais vous parler a très vite compris l'importance de cet enjeu. Il s'agit d'une entreprise de 200 salariés dans le secteur de la recherche et du développement en agriculture qui a souhaité adapter les méthodes de collaboration entre les salariés et les managers. L'entreprise a également souhaité travailler sur l'efficience managériale et les droits et les devoirs des collaborateurs et des managers. Donc, pour vous donner un peu de contexte sur cette entreprise, il s'agit d'une entreprise qui s'appuie beaucoup sur les salariés experts pour les promouvoir sur des postes de management. Et donc, pour repenser cette collaboration, l'entreprise a mis en place un programme sur mesure afin d'accompagner les managers. Ce programme, il a été déployé à travers des actions individuelles et des actions collectives, comme par exemple des exercices de mise en situation, des partages de bonnes pratiques, des espaces d'échange thématiques sur l'identification du profil managérial ou encore l'instauration de rituels managériaux, par exemple. Et vraiment, les résultats ont été probants. Ça a vraiment permis une meilleure synergie entre les collaborateurs et les managers. On le sait, on est dans une nouvelle ère du management. Les responsables sont de plus en plus dans le coaching et dans l'accompagnement, plus que dans le management directif. Et il est vraiment important d'accompagner les managers dans ce nouveau rôle structurel, tout autant que d'accompagner finalement les collaborateurs sur ces nouvelles façons de travailler. Et pour que cela soit encore plus efficace, je pense qu'il ne faut pas hésiter à capitaliser sur les bonnes pratiques existantes dans l'entreprise, parce que c'est sûr, il y a de bonnes pratiques, mais il ne faut pas hésiter non plus à mettre en place des actions un peu plus innovantes. Alors, troisième dimension de notre réflexion, et là encore un paradoxe. Alors, ce paradoxe, il est que d'un côté, on sait toutes les réflexions sur les difficultés d'engagement des salariés. Il y aurait beaucoup à dire sur cette question, mais dans le constat que nous avons fait, rendez-vous compte, 60% des salariés déclarent effectuer des heures supplémentaires non rémunérées. Et il faut mettre cela en lien avec un taux et un niveau de stress qui demeure important dans l'entreprise, où une majorité de salariés nous disent qu'ils sont stressés au moins une fois par semaine. Donc là, il y a un vrai sujet pour les entreprises et une véritable inquiétude à se faire, parce que ça se traduit en présentéisme, en absentéisme, en risques psychosociaux. C'est compliqué. Et rendez-vous compte encore plus, c'est que l'enquête RH Info, donc qui visait une population RH davantage, eh bien, pour eux, 28% pensent que leur employeur ne s'intéresse pas à leur bien-être au travail et 50,6% uniquement de manière superficielle. Pardon, mais ça fait peur. Voilà. Alors que 50% soulignent que le travail impacte leur propre raison d'être personnelle. Donc, on n'a qu'une vie. Les gens sont de moins en moins dans la vie au travail, la vie chez eux, et j'ai ma raison d'être au travail et ma raison d'être chez moi, ma raison d'être privée. Aujourd'hui, l'interaction entre les deux, la perméabilité entre les deux est de plus en plus grande. Et les expériences de télétravail que nous avons fait chez nous, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, avec les enfants qui jouent dans un coin, le chat qui passe sur le clavier et un ordinateur pour le papa, la maman et les deux ados. Il y a un moment donné, ça le fait pas, ça marche pas. Donc il faut prendre conscience aujourd'hui que les entreprises comprennent
qu'il y a un enjeu RH important, les gens n'ont qu'une vie. Et dans la motivation au travail et la motivation à vivre, il faut trouver une convergence. Il faut réussir, comme je l'ai souvent écrit dans RH Info, à replacer l'entreprise dans le cœur de l'homme et pas le contraire. Pour 60,9%, le travail permet vraiment de développer un pouvoir d'initiative. Mais attention, à condition, précise-t-il, qu'il se fonde sur ce triptyque confiance, autonomie, responsabilité. C'est donc, par rapport à ce que Cynthia évoquait, c'est dans le renouveau d'un mode de management, de collaboration, parce que le management, c'est une relation avec le collaborateur. On ne peut pas parler du management sans parler du collaborateur. Et l'évolution du manager, il va avec l'évolution du collaborateur. Parce que pour 66,5%, le travail est un lieu privilégié pour répondre aux besoins de reconnaissance individuelle. Donc, vous voyez, rendez-vous compte que dans mon identité, eh bien, le travail fait une bonne part de ce que je suis et de l'image que j'ai de moi-même. C'est quand même quelque chose de très fort, de très marquant. Comment on peut le dire ? Je suis frappé par le fait que je vois des gens qui sont très bien payés et qui souffrent d'un manque de reconnaissance. C'est que on confond souvent récompense et reconnaissance. On est récompensé pour ce que l'on a fait. On est reconnu pour ce que l'on est. Et ça change toute la philosophie, la perspective de la collaboration. Le travail ne se résume pas au métier. Le travail, c'est beaucoup plus large que le métier. L'ensemble des collaborations, des contacts, des liens sociaux que nous développons fait intégralement partie de notre travail. Nous avons besoin de maîtriser notre métier pour savoir faire. Mais le travail est beaucoup plus large et touche des domaines beaucoup plus profonds en nous que simplement notre maîtrise du métier. De même, le rôle ne se résume pas au poste. Alors, on peut faire la description de poste la plus parfaite possible. Reste que c'est quelqu'un qui va occuper ce poste. Voilà une belle problématique pour les recruteurs. C'est quand on recrute quelqu'un, on introduit de l'entropie dans l'entreprise. On le recrute pour des caractéristiques particulières, pour des compétences précises, pour une expérience circonstanciée. Mais ce quelqu'un, il a une vie, il a des potentiels, il a une créativité, il a une capacité d'innovation qui va faire qu'il va apporter, enrichir, et quelquefois il donne un coup de pied dans la fourmilière, il va enrichir son poste d'un rôle qui l'outrepasse très largement. Ce qui fait que sa responsabilité ne se résume pas à la fonction. On a besoin vraiment de se réinscrire dans un projet, de trouver notre place et de pouvoir participer à un bien commun. Ce qui fait que finalement, quand on parle de qualité de vie au travail, on se rend compte aujourd'hui que la qualité de vie au travail est indissociable de la qualité du travail dans la vie. Et là aussi, les expériences de confinement que nous avons vécues nous l'ont montré, c'est que le travail a pénétré notre vie et notre vie, notre travail. Donc, parler de qualité de vie, c'est aujourd'hui aussi parler de qualité du travail. Et Cynthia, je sais que tu as également un exemple à nous donner sur ce sujet-là. Oui, exactement. Patrick, tu le disais tout à l'heure dans un de tes slides précédents que plus de 80% finalement des salariés n'étaient pas satisfaits de l'intérêt que portait l'employeur à leur bien-être au travail. Et avec le contexte actuel, le télétravail, le stress lié à cette situation inédite qu'on est en train de vivre et le manque de visibilité sur la sortie de crise, c'est vrai qu'il semble important d'être encore plus vigilant dans la prévention des risques psychosociaux. Et donc ici, je vais vous parler d'une entreprise de 300 salariés dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques qui a souhaité mettre en place une enquête afin d'objectiver les perceptions et les actions en termes de risques psychosociaux.
L'enjeu, c'était vraiment de proposer une démarche globale d'identification, de mesure et de correction qui incluait un large panel d'acteurs afin vraiment de garantir la légitimité des résultats et des actions mises en place. Donc, pour ce faire, on a mis en place plusieurs groupes de travail, enfin, on a mis en place des groupes de travail impliquant la direction, le service RH, le CHSCT, le médecin du travail et des représentants du personnel. Et c'est ce groupe projet qui a validé le questionnaire, la communication et le calendrier de déploiement. Les résultats de cette enquête ont été vraiment intéressants puisque elle a été incluse dans une démarche commune et le plan d'action a été défini de façon concertée. D'une façon générale, pour faire de cette démarche une réussite, on vous recommande vraiment de privilégier d'une part une logique pluridisciplinaire qui inclut des acteurs de différents domaines, de personnaliser bien sûr la démarche en fonction des besoins de l'entreprise, et puis de s'appuyer sur des collaborateurs du groupe projet pour vraiment inciter tous les salariés à participer à l'enquête. Et c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est très important d'agir sur la qualité de vie au travail et de vraiment mesurer la perception des collaborateurs. Et cette entreprise, avec l'enquête qu'elle a mise en place, a pu mener des actions vraiment ciblées, améliorations qu'on a pu identifier ensemble. Merci Cynthia. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. On va prendre vos questions, en tout cas certaines de vos questions dans le temps qui nous est imparti. Alors, à lire plusieurs de vos questions, je vous précise pour tout ce qui concerne les chiffres, les enquêtes, les études que nous avons évoquées, vous retrouverez avec la présentation et dans le mail qui vous sera envoyé toutes les références pour pouvoir les consulter par vous-même et aller plus loin dans votre réflexion. Alors nous espérons que vous voyez, nous avons alterné des réflexions et puis des cas concrets. L'idée est vraiment de retrouver du sens au travail, de restaurer les collectifs et de pouvoir reconnaître chacun. Alors je vois une question là de Agnès qui nous dit bonjour, la confiance est essentielle dans la relation managériale et pour concilier QVT et performance. Mais certaines de nos organisations sont encore trop verticales et freinent cette boucle vertueuse. Oui, ça c'est un constat que nous avons fait. Maintenant, ce que l'on peut espérer, c'est que la crise que nous venons de traverser, les situations de télétravail que nous avons vécues, alors malheureusement, évidemment, ceux qui étaient en chômage partiel l'ont vécu malheureusement très différemment, mais pour ceux qui étaient en télétravail, ça a forcé les entreprises et les managers à aller vers plus de confiance envers ses collaborateurs, leur laisser plus d'autonomie et les laisser à leurs responsabilités. Parce que les fondamentaux du management, ils sont les mêmes sur site et à distance. Et je pense que là, nous avons eu quand même des moyens. Il va y avoir la crise a servi pas de tremplin, mais en tout cas à la fois de révélateur et de catalyseur pour remettre en cause ces organisations trop verticales. Donc là, moi, j'espère qu'il y a vraiment des caps, des murs qui sont tombés, des barrières qui sont tombées, et qu'on va penser les choses différemment à l'avenir. Voilà. Cynthia, je ne sais pas si tu as, toi aussi, de ton côté, repéré des questions. Oui. Patrick, il y avait plusieurs questions qui tournaient autour des outils digitaux. On nous demandait par exemple, que pensez-vous des outils digitaux pour aider à la motivation des employés ? Et puis, une autre question qui allait un peu dans le même sens, il faut avoir les bons outils pour avoir envie de travailler. Oui. Ça c'est tout à fait clair. Je reviens encore sur le moment que nous venons de traverser. Ça a mis cruellement en relief le fait que, par exemple, c'est aussi une enquête que j'ai lue, il y a moins d'un tiers des salariés qui étaient équipés d'un ordinateur et des moyens de travailler par leur entreprise. Donc évidemment, lorsque vous vous trouvez parachuté en télétravail avec des outils qui sont, alors
soit insuffisant, soit défaillant, soit qu'il faut tellement partager que c'est inutilisable, c'est l'horreur. Le télétravail ne s'improvise pas du tout. Bon. L'usage des outils digitaux, ça peut être une véritable aide, un véritable tremplin, à condition, là encore, que ce soit fait de manière constructive, de manière organisée. Les règles de communication, elles s'établissent pas n'importe comment. Il faut partager des règles, il faut de la formation. Tout ceci n'est pas, ce n'est pas parce que le digital est à la mode et que les fonctionnalités sont merveilleuses que c'est utile. C'est parce que on en fait quelque chose d'utile que ce moyen prend tout son relief. J'ai également des questions. Alors, je pense que c'est par rapport au deuxième cas que j'ai présenté. N'est-ce pas une erreur de penser qu'un salarié expert peut ou doit devenir un manager? Ou une autre question, est-ce qu'un manager doit vraiment être choisi pour son expertise? Ça ne fait pas forcément un leader de collectif. Alors oui, effectivement, je vous ai précisé le contexte parce que ça a incité encore plus à travailler sur justement ces nouvelles façons de collaborer. L'organisation de cette entreprise voulait qu'effectivement on favorise les promotions internes en capitalisant sur les salariés experts. Après, c'est vrai que dans la question peut-on ou doit-on, on ne doit pas forcément, mais on peut. Et effectivement, quand on souhaite valoriser ou on souhaite accompagner ces salariés dans une évolution managériale, ce qui est important, c'est effectivement de mettre en place un programme à la carte. Je voyais aussi dans un commentaire que trop souvent, les managers n'étaient pas assez formés dans leur nouveau rôle. Et c'est pour ça que ce cas était intéressant parce que je pense vraiment qu'il est important de travailler sur l'accompagnement des managers et notamment sur les façons de collaborer avec les salariés, d'autant plus dans ce cas où en fait le manager était pendant longtemps un collègue finalement des salariés qu'il est maintenant amené à manager. Alors, je vois une question là de Nicolas. Selon vous, les RH vont-ils accentuer leurs efforts pour valoriser les compétences de leurs collaborateurs ou tenter d'abord de restaurer leur trésor de guerre? Alors, c'est une question qui peut être très circonstanciée en fonction des entreprises. Il y a certaines entreprises qui sont dans une situation quasiment exsangue et où leur survie est en jeu. Dans ce cas-là, il est bien évident que l'impératif financier, économique va prendre le pas, au moins dans un premier temps. Mais pour toutes les autres, je voudrais dire à quel point l'évolution des compétences et la prise en compte de chaque personne va être quelque chose de décisif. Plus que jamais, la formation va être quelque chose de stratégique, même avec les difficultés financières. Voilà. La formation, c'est un investissement qui permet de sortir l'entreprise de sa situation actuelle. Donc, pour toutes celles qui le peuvent, allons de l'avant. On peut encore prendre une autre question, je pense. Oui, j'ai plusieurs questions sur le cas 1 que j'ai présenté et notamment les indicateurs RH qui ont été déployés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment à la carte en fonction des besoins qu'on a identifiés au cours du sondage, vraiment d'identification des besoins. Et en l'occurrence, il y avait 3 points qui étaient peut-être importants pour les managers. Toute la partie autour des effectifs, les mouvements, donc les entrées, les sorties, le turnover, et puis également toute la partie alerte sur les visites médicales, sur les fins de période d'essai. Donc ça, c'était vraiment des indicateurs qui intéressaient les managers. Et puis, il y avait aussi la partie concernant l'absentéisme, qui était un point important. Donc, tous les indicateurs d'absentéisme, notamment subis, pour que le manager puisse analyser un peu plus cette partie-là. Bien. Écoutez, là, nous arrivons au terme de notre webinaire. Nous sommes désolés parce qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de questions très intéressantes et nous ne pouvons pas, compte tenu du nombre que vous êtes, nous ne pouvons pas les traiter toutes. Néanmoins, nous pouvons nous retrouver sur les réseaux pour échanger et poursuivre ces moments. Je vous remercie beaucoup de votre participation, beaucoup de vos nombreuses questions et nous espérons avec Cynthia que
vous avez trouvé un intérêt à nos réflexions et à nos cas pratiques. Merci et à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Bonne journée.